Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, les marchés mondiaux ouvrent les yeux sur un monde qui a changé cette nuit. Une nuit de plus où les crises se sont accumulées, où les tensions se sont intensifiées, où les certitudes se sont effilochées. Le pétrole repart nettement à la hausse et la coalition militaire censée rouvrir le détroit d'Ormuz reste ce matin une promesse sans visage. La diplomatie vacille. Washington et Pékin ne se parlent plus au pire moment possible. L'Asie est sous tension. La Chine a repris ses manœuvres militaires autour de Taïwan et personne n'en connaît encore les véritables intentions. Et à Washington, une bataille institutionnelle sans précédent menace la banque centrale la plus puissante du monde sans que l'on sache aujourd'hui qui la dirigera dans moins de 2 mois. Mais ce matin, il y a aussi une autre histoire, celle d'une entreprise qui, pendant que la planète tremble, annonce les chiffres les plus vertigineux de l'histoire de la tech, un signal que, quelles que soient les crises, l'avenir, lui, continue d'avancer. La trêve n'aura duré que quelques heures. Après un bref repli hier, les prix du pétrole repartent nettement à la hausse ce matin. Le Brent bondit de 2,5% à 102,57 $ le baril. Le pétrole américain WTI progresse, lui, de 2,51% à 95,85 $ et certaines cotations évoquent déjà 96,73 $, soit une hausse de plus de 3,45% au cours de la séance d'aujourd'hui. Le marché a tranché. L'accalmie d'hier n'était qu'un mirage. La raison est simple et brutale. La coalition militaire promise par Washington pour escorter les navires dans le détroit d'Ormuz n'existe pas encore. Trump lui-même l'a reconnu hier lors d'une conférence de presse. Certains sont très enthousiastes, d'autres beaucoup moins. Je pense qu'il y en a un ou deux qui ne le feront pas, a-t-il dit. Une frustration à peine voilée qui contraste avec les annonces triomphantes des jours précédents. Le Wall Street Journal indique pourtant qu'une coalition serait annoncée prochainement, mais les marchés, eux, ne croient plus aux promesses. Aucune des mesures annoncées n'est encore concrétisée, résument les stratégistes. Leur analyse est sans appel. Escorter des navires commerciaux dans le détroit rendrait les navires de guerre directement vulnérables aux attaques iraniennes. Washington pourrait donc s'abstenir d'agir tant que la capacité offensive de Téhéran n'aura pas été dégradée. Les chiffres rappellent, eux, l'ampleur du choc. Selon le cabinet Kepler, 13 millions de barils par jour transitent par Hormuz. Vous le savez, c'est à peu près 20% du flux mondial de pétrole brut transporté par voie maritime. Une artère que l'Iran a de fait fermée. L'ampleur même de la perturbation rend difficile pour le marché de trouver une solution adéquate, concluent les analystes. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une crise énergétique, c'est un test de crédibilité pour la puissance américaine et pour l'instant, les marchés rendent leur verdict baril après baril. Et pour comprendre l'ampleur de ce choc, eh bien, il faut revenir sur ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, car cette crise a une histoire et elle s'accélère. Car hier matin, une lueur d'espoir avait semblé pointer. Le passage d'un navire non iranien, transpondeur allumé, avait provoqué un recul immédiat des cours, le pétrole américain cédant plus de 5% à 93 $ le baril, le Brent lui repassant sous les 101 $. Un répit fragile, on le sait désormais, qui n'aura tenu que 24 heures, car le tableau d'ensemble demeure alarmant. Depuis le premier jour de guerre, le Brent a bondi de 42%, de 72 $ le 27 février à plus de 103 $ vendredi dernier, avec une hausse de 11% sur la seule semaine écoulée. Au moins 33 attaques visant des infrastructures énergétiques ont été recensées au Moyen-Orient depuis le début du conflit. La fracture transatlantique, elle, s'est imposée comme le fait politique majeur de la journée d'hier. L'Allemagne, la France, l'Australie et le Japon ont tous exclu d'envoyer des navires de guerre. Berlin a même été le plus direct. Ce n'est pas notre guerre, nous ne l'avons pas déclenchée, a tranché le ministre de la Défense Boris Pistorius. Trump, lui, agite la menace d'un avenir très sombre pour l'OTAN. Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a, lui, été sans ambiguïté. Le passage restera fermé. Et le choc énergétique se propage désormais bien au-delà du pétrole. Le gaz naturel dépasse 3,20 $ l'unité thermique. Le charbon frôle les 140 $ la tonne. Le blocus a donc supprimé 20% du commerce mondial de pétrole, contraignant les producteurs de Golfe à réduire leur production de plus de 10 millions de barils par jour. Les capacités de stockage, elles, atteignent des limites critiques. Les analystes sont formels. L'accalmie d'hier est temporaire. Le brouillage
GPS et la menace de missiles continuent de perturber 90% du trafic habituel. Cette crise énergétique, elle, ne perturbe pas seulement les marchés pétroliers, puisqu'elle vient de faire basculer l'agenda diplomatique de la première puissance mondiale. Ce lundi soir, Donald Trump l'a confirmé. Son sommet avec Xi Jinping prévu fin mars à Pékin est reporté. La guerre en Iran repose donc le dialogue entre les deux superpuissances et ce, au pire moment possible. C'est un signal d'alarme que les marchés ne peuvent pas ignorer. Donald Trump a donc annoncé hier soir, le report d'environ un mois de sa rencontre avec Xi Jinping, un sommet qui représentait peut-être la dernière chance de désamorcer une crise économique mondiale en train de s'emballer. Je dois être ici. Je le sens, a lâché Trump depuis le bureau ovale. Derrière la justification logistique, la réalité est brutale. La guerre en Iran a paralysé l'agenda diplomatique américain au moment précis où il en a le plus besoin. Et le ton monte dangereusement. Dès dimanche dernier, Trump avait publiquement mis la Chine en demeure d'aider à réouvrir le détroit d'Ormuz, Pékin étant le premier acheteur de pétrole iranien. Une injonction sans précédent entre les deux superpuissances que le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a tenté d'éteindre en urgence sur un média américain, révélant au passage des fissures profondes au sein même de l'administration américaine. Le tableau est donc glaçant. Washington lance simultanément de nouvelles enquêtes commerciales contre Pékin, après l'invalidation, vous le savez, par la Cour suprême américaine des droits de douane sur les importations chinoises. La Chine, elle, s'oppose ouvertement à la guerre et le dialogue entre les deux premières économies mondiales vient d'être officiellement suspendu. Et Pékin, justement, envoie ses propres signaux. Pendant que Washington et la Chine suspendent leur dialogue, l'armée chinoise, elle, n'a pas suspendu ses manœuvres. Ce dimanche et hier, Taïwan a détecté 26 aéronefs militaires chinois en 24 heures. Après 10 jours d'accalmie inexpliquée, la pression reprend et les marchés le ressentent immédiatement. En effet, pendant qu'Ormuz paralyse les flux pétroliers mondiaux, Pékin rouvre un second front de pression géopolitique. Taïwan a en effet détecté dimanche dernier et hier 26 aéronefs militaires chinois en 24 heures, dont 16 ayant franchi la ligne médiane du détroit de 160 km qui sépare l'île du continent, mettant fin ainsi brutalement à 10 jours d'accalmie inexpliquée. 7 navires de guerre chinois ont en effet simultanément pénétré les eaux entourant l'île. Le timing est tout sauf anodin. Cette reprise intervient en effet à quelques semaines du sommet Trump-Xi Jinping à Pékin. Les analystes sont divisés. Démonstration de force calculée, tentative de conditionner Washington à baisser sa garde ou simple révision des procédures d'entraînement. Taipei, lui, ne se fait aucune illusion. Nous ne pouvons pas nous fier à un seul indicateur, a averti le ministre de la Défense Wellington Koo, rappelant que les navires de guerre chinois, eux, n'ont jamais cessé d'encercler l'île quotidiennement. Pour les marchés financiers, le message est brutal. La planète gère désormais deux crises géopolitiques majeures simultanées. L'or, le yen et le franc suisse absorbent déjà les premières secousses et la chaîne des semi-conducteurs dont Taïwan est le poumon mondial entre en zone de vigilance maximale. Instabilité énergétique, rupture diplomatique, pression militaire en Asie. On pourrait croire que c'est suffisant pour inquiéter les marchés, mais il faut ajouter une quatrième bombe, et celle-là vient de Washington elle-même. Qui dirigera la Réserve fédérale américaine dans moins de 2 mois? À ce stade, eh bien, personne ne le sait vraiment. Et si la quatrième bombe venait donc de Washington elle-même? Le mandat de Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine expire dans moins de 2 mois et son successeur désigné, Kevin Warsh, n'est toujours pas confirmé. Une incertitude explosive au pire moment possible. Vendredi dernier, un juge fédéral, je vous le rappelle, a annulé les assignations à comparaître du ministère de la Justice contre Powell, les qualifiant de prétexte flagrant pour forcer son départ. Le juge Boasberg a été sans ambiguïté. Ces poursuites visaient, selon lui, un fonctionnaire en disgrâce plutôt qu'une véritable enquête. Réponse immédiate de Trump sur les réseaux sociaux, aucun recul, aucune trêve. La procureure, Jeanine Pirro, de son côté, a promis de faire appel parlant d'impunité totale accordée à Jérôme Powell. Le sénateur américain Tom Tillis, lui, bloque toujours la confirmation de Wesh en commission bancaire. Pour les marchés, le scénario est cauchemardesque. Qui dirigera la Fed le 15 mai prochain? 3 hypothèses circulent. Confirmation exprès de Warsh, maintien provisoire de Powell ou nomination par intérim du vice-président Jefferson. Et pour le moment, eh bien, aucune n'est rassurante. Et pourtant,
Pendant que le monde traverse cette zone de turbulence sans précédent, une entreprise, elle, regarde résolument vers l'avenir. Hier, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, prenait la parole devant des dizaines de milliers de participants à San José lors de la conférence annuelle GTC surnommée le Super Bowl de l'IA. Son message, eh bien, l'ère des géants, des agents d'intelligence artificielle commence maintenant. Nvidia a en effet annoncé une série de mises à jour majeures, logicielles et matérielles, pour accélérer le développement de ces agents IA capables d'agir de manière autonome, créer des sites web, rédiger des présentations, envoyer des emails sans intervention humaine. L'entreprise lance notamment un ensemble d'outils pour OpenClaw, la plateforme d'agents qui a fait sensation dans la Silicon Valley ces dernières semaines, que Wang a qualifié de projet open source le plus populaire de toute l'histoire de l'humanité. Sur le plan matériel, Nvidia dévoile sa nouvelle plateforme de calcul Vera Rubin, 7 puces désormais en production de masse, et intègre pour la première fois des processeurs non Nvidia dans ses systèmes issus d'un accord de 20 milliards de dollars avec la société Krog. Une diversification stratégique qui illustre la mutation profonde de l'entreprise. Nvidia ne vend plus seulement des puces, elle vend désormais l'infrastructure du monde de demain, et les chiffres donnent le vertige. Wang a annoncé s'attendre à ce que les revenus de Nvidia atteignent, tenez-vous bien, 1000 milliards de dollars en 2027, d'ici 2027. La demande en informatique ne cesse d'augmenter, a-t-il martelé, un message d'une clarté absolue. Quelle que soit la crise, l'intelligence artificielle, elle, n'attend pas. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs cette semaine, et au-delà de la géopolitique, c'est l'actualité monétaire qui sera très suivie par les marchés financiers. Parce que les principales banques centrales de la planète se réunissent cette semaine: BCE, Banque centrale du Japon, la Réserve fédérale américaine, la Banque du Canada. Hier, c'est la Banque centrale australienne qui, est-ce un mouvement que les autres banques centrales vont suivre? A priori non, les marchés, les modèles prédisent plutôt un statu quo de la part de l'ensemble des banques centrales mondiales. Mais en tout cas, hier, la Banque centrale australienne a, elle, relevé ses taux directeurs. Chacun cherche à savoir si c'est donc un mouvement qui sera suivi par l'ensemble des banques centrales de la planète. Donc ça, c'est pour l'actualité monétaire. Côté macro, on suivra la publication du CPI, l'inflation en zone euro tout à l'heure à 11h, qui est attendue complètement stable par rapport à l'inflation calculée, mesurée au mois de janvier dernier. Et sinon, c'est du côté des États-Unis qu'on se dirigera, puisque les PPI, les prix à la production pour le mois de février, seront publiés à 13h30. Et sinon, on attendra. Alors non, je me suis trompé, pardon. C'est aujourd'hui, c'est demain, les CPI de la zone euro. Aujourd'hui, c'est le discours de Christine Lagarde qui sera attendu à 19h, et scruté de très près par les marchés financiers. Le CPI européen, c'est demain, et la macro américaine, c'est demain. Attendons-nous maintenant un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont terminé en hausse, une résistance qui force l'admiration. Paris a gagné 0,31%, Francfort 0,51% et Londres 0,55%. Un rebond technique fragile dans un marché sous haute tension, car l'inquiétude, elle, n'a pas reculé. Israël a annoncé vouloir poursuivre la guerre contre l'Iran pendant encore au moins 3 semaines. Dubaï a fermé son aéroport en urgence après des frappes de missiles iraniens. Et la Fed, comme la BCE, vous l'avez bien compris, se réunissent aujourd'hui et demain, contrainte de naviguer à vue entre inflation énergétique et risque de récession. Wall Street, de son côté, a terminé en hausse, également menée par le Nasdaq. Le Dow Jones a gagné 0,83%, le S&P 500 1,01%, et le Nasdaq, lui, a pris 1,22%, porté par une actualité tech dense. Meta a mené la charge avec plus 2,32% après l'annonce d'une réduction de ses effectifs d'au moins 20% pour financer ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Nvidia a progressé de 1,62% après sa conférence annuelle des développeurs qu'on a détaillée dans nos actualités il y a un instant. Tesla a avancé de 1,11%, Elon Musk annonçant le lancement de son projet de production de puces IA, et ce, dans 7 jours. Mais l'ombre de la Fed plane sur ses performances. Je vous rappelle que donc la Réserve fédérale américaine se réunit aujourd'hui et demain, et les opérateurs ont déjà repoussé leurs attentes d'une baisse de taux au-delà d'octobre. Les économistes, eux, préviennent les
signaux de Powell risquent d'être accueillis avec prudence par les marchés, car ce sera l'une des dernières réunions de son mandat, une voix affaiblie au moment même où les marchés en ont le plus besoin. Enfin, les cours du pétrole ont reculé hier, une parenthèse de soulagement dans une crise qui reste explosive. Le baril de WTI, le baril américain, a chuté de 5,28% à 93,50 $. Le Brent, lui, a perdu 2,84% à 100,21 $. Deux facteurs ont rassuré les marchés. D'abord, l'Agence internationale de l'énergie a annoncé être prête à débloquer davantage de réserves stratégiques si nécessaire, après la libération déjà annoncée de 400 millions de barils. Ensuite, un navire, comme on l'a dit, battant pavillon pakistanais, a traversé dimanche le détroit d'Ormuz, transpondeur allumé, laissant supposer, selon les spécialistes, que certaines cargaisons pourraient bénéficier d'un droit de passage négocié avec Téhéran. Mais les analystes ont tempéré aussitôt cet optimisme. Sur les 77 navires ayant franchi le détroit depuis le début de la guerre, la majorité appartient à la flotte fantôme, ces navires opérant hors des circuits traditionnels pour transporter du pétrole sous sanction. En réalité, 10% de l'offre mondiale reste incapable d'atteindre les marchés et même en cas de déblocage rapide, la reconstitution des stocks maintiendra les prix durablement au-dessus des niveaux d'avant-guerre. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 17 mars 2026 et juste après, comme convenu, comme annoncé, nous retrouverons Ludovic Bertholet et sa rubrique Les Échos de Wall Street. À tout de suite sur TF1.